Dans cette vidéo, il y aura des faux raccords, vous êtes prévenus. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo lecture manga. Le but étant de vous partager mon ressenti sur chacune de mes dernières lectures. Bon, à force, vous connaissez la recette, on va balancer le générique et on parle de toutes ces lectures juste après. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans l'émission, si vous voulez vraiment soutenir mon émission et la chaîne YouTube de façon générale, je vous invite déjà premièrement à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ici on parle principalement d'actu manga mais également de lecture manga. Et si vous aimez mon travail, je suis également disponible sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram. Bref, il est temps pour nous d'attaquer cette vidéo lecture manga. Et dans un premier temps, qui n'a jamais rêvé d'avoir une petite amie de location ? Non, je déconne, c'est la pire introduction pour une review de la chaîne. Non, plus sérieusement, on va parler de Rent a Girlfriend Kanojo Okareshimasu, une des dernières comédies romantiques sorties en France, directement issue du Weekly Shonen Magazine, le célèbre magazine de prépublication de Kodansha. La série, très popularisée grâce à son animé d'excellente facture, j'ai envie de dire, qui est sorti justement courant 2020, et est enfin disponible en France en librairie grâce à Nové Graphics Édition, un nouvel éditeur sur le marché du manga. L'histoire de cette comédie romantique nous entraîne aux côtés de Kazuya, un étudiant de Tokyo âgé de 20 ans, qui vient à peine de se faire larguer au début du récit. Mais son quotidien d'étudiant loser va être chamboulé le jour où il va croiser la route de Shizuru Mizuhara, une petite amie allouée. Bon, que dire sur le titre, mis à part que pour moi c'est clairement une comédie romantique qui fera extrêmement plaisir aux fans du genre. Alors certes, c'est vrai, le récit révolutionne absolument pas le genre, encore une fois, moi ça a le mérite de faire les choses comme il faut et de rendre justice justement au registre de la comédie romantique. Le titre il repose principalement sur une relation on va dire ambiguë qui repose sur nos deux héros, donc Kazuya et Shizuru. Au fil des deux premiers tomes, Kazuya va rapidement tomber amoureux de Shizuru, alors que du côté de Shizuru, qui est donc sa petite amie allouée, c'est totalement l'inverse, et elle pour le coup va plus vraiment vouloir se limiter à une relation purement professionnelle, ou du moins en apparence. Et on en vient donc à un des points forts selon moi pour la série, c'est tout simplement que on sait pas vraiment à quoi s'en tenir avec nos deux héros. Leur relation est vraiment ambiguë, c'est assez flou, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'avec Rent a Girlfriend, t'as plusieurs niveaux de lecture, donc le premier c'est un peu terre à terre, tu lis le récit puis tu le prends tel quel, et t'as un deuxième niveau de lecture où t'as l'impression que Kazuya se fait tout simplement manipuler et se fait voler son argent littéralement. Est-ce que malgré les apparences, Shizuru a quand même dans le fond des sentiments pour notre héros, donc Kazuya. En tant que lecteur, au cours de la lecture donc de ces deux premiers tomes, on pourrait clairement se faire mener en bateau. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé. Pour moi, ça fait clairement la différence avec les autres comédies romantiques. Parce que donc là, en fait, si on creuse un peu, on a quand même un côté psychologique que j'aime bien. Sinon, au cours de ces deux premiers tomes, je trouve que la dynamique entre nos deux héros fonctionne très très bien. Et je trouve que la lecture devient très addictive. T'as pas envie de t'arrêter au cours de la lecture des deux premiers tomes. Et pour le coup, c'est plutôt un point fort parce que c'est un point commun, on va dire, à toute bonne comédie romantique qui se respecte. On va dire que l'histoire et la base de l'histoire se met progressivement en place au cours de ces deux premiers volumes pour se terminer sur un gros cliffhanger en fin de deuxième volume, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et en plus, mention spéciale à l'édition de Nové Graphics Édition que je trouve absolument formidable, que ça soit l'édition vraiment à proprement parler très proche des éditions japonaises en termes de format, en termes de taille, en termes de papier, en termes de qualité d'impression. On retrouve même des petits inserts en fait comme dans les tomes japonais qu'il faut conserver d'ailleurs parce que vous pourrez changer donc les points sur les inserts contre des cadeaux. Et je trouve que le travail de Nové Graphics Édition est vraiment très proche de ce qu'on peut retrouver d'une édition japonaise et ça fait plaisir. Bref, en tout cas, si vous êtes fan du genre, donc à savoir les comédies romantiques, je ne peux que vous recommander ces deux premiers tomes. C'est déjà disponible, d'ailleurs le troisième est déjà disponible à l'heure où je vous parle et je pense que ça devrait vous faire plaisir. Ensuite, on enchaîne avec une énorme sortie, une grosse sortie, une sortie événement, j'ai envie de dire. Il s'agit de Solo Leveling qui sort enfin en France au format papier et ce chez les éditions K-Books qui sont directement reliées aux éditions Delcourt Tonkam. Solo Leveling, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, mais c'est simple, c'est l'histoire de Sun Jinwoo, le chasseur qui est considéré comme le chasseur le plus faible de tous les temps, dans un monde où fréquemment apparaissent aux quatre coins du monde des portails renfermant des créatures de haut niveau, un peu comme dans les jeux vidéo. Mais un événement qui va se passer au cours de ce premier volume pourrait bien changer la donne pour Sun Jinwoo. Voilà, j'essaye vraiment d'en dire très peu pour vous laisser vraiment la découverte la plus totale si vous ne connaissez pas le titre, parce que je pense que moins on en révèle, plus vous avez de quoi être surpris à la lecture de ce premier tome. Pour tout vous dire, je kiffais vraiment Solo Leveling lors de ma première lecture en version numérique, donc en version webtoon, avec le mode de lecture en fait en scrolling où on descend de case en case pour découvrir l'intrigue. Mais pour le coup, j'ai totalement redécouvert le titre et je l'ai réapprécié de nouveau, peut-être même à sa juste valeur avec cette édition française. Et pour le coup, franchement, je dois avouer que c'est un travail beaucoup plus qualitatif que ce que je pensais au premier abord. Déjà, d'un premier temps en taille, on est proche d'un format par exemple de Dragon
Dragon Ball en Perfect Edition, donc en édition Kazenban. C'est pour vous dire vraiment la qualité du volume déjà en termes de taille. Et pour le reste du volume, c'est pareil. Donc on a une belle page couleur d'ouverture. Il y a une sorte de vernis appliqué sur la couverture qui rend vraiment la couverture très agréable au toucher. Sans oublier bien sûr la qualité d'impression et de couleur que je trouve vraiment très bonne. Je m'attendais pas, on va dire, à une impression de si bonne qualité par rapport à l'édition française de Solo Leveling. Et là, au cas où que ça fait un travail de monstre selon moi, c'est qu'ils ont carrément fait tout un travail de réadaptation du tome. En fait, ils ont retravaillé les cases, ils ont fait certains zooms pour en fait au final avoir une lecture très proche de l'expérience que tu as quand tu lis un manga, mais cette fois en couleur. Franchement, on se rend pas compte, mais ça a dû être un travail de titan, un travail de monstre pour retravailler toutes les cases, pour nous proposer des planches proches de ce qu'on retrouve dans une bande dessinée, un comics ou un manga. Et c'est là vraiment que ça fait plaisir parce que ça donne vraiment un autre aspect à la lecture de ce premier tome de Solo Leveling. Donc au final, on se retrouve avec un objet papier en main d'extrême grande qualité, ça je tenais vraiment à le souligner. Sinon pour le reste du volume, franchement c'est un véritable plaisir de retrouver et de redécouvrir en fait comme ça, sous cet aspect, les premières aventures de Sun Jinwoo. Et bien qu'en apparence on peut dire que justement le déroulé de ce premier tome est classique, je pense qu'il n'y en a plus d'un d'entre vous qui arriveront à être surpris au cours de la lecture et de découvrir en format papier quels événements vont faire que Sun Jinwoo va pouvoir en fait accéder à un nouveau pouvoir. Et pour moi c'est clairement un tome qui fait largement le taf de ce qu'on attend d'un premier volume. C'est un premier volume qui nous présente l'univers de l'œuvre, le héros donc Sun Jinwoo, la mécanique on va dire de l'univers de Solo Leveling, comment ça marche, et c'est un tome qui est extrêmement prenant et qui nous donne tout simplement envie de lire la suite. Et c'est un tome également qui sera d'une rare violence, plus que ce qu'on pourrait soupçonner au premier abord. Bref, j'en dis pas plus, vraiment foncez découvrir Solo Leveling, c'est un véritable plaisir de découvrir cette édition française, et c'est beaucoup plus confortable je trouve de lire justement l'histoire dans ce format plutôt qu'en version numérique. Pourtant perso je suis un gros lecteur de manga numérique de base, et c'est déjà disponible en librairie chez les éditions K-Books. Je me suis enfin fait une grosse séance de rattrapage pour Eden Zero, et on va en parler. Alors l'arc Belial Gore avait très bien commencé, sublimé par un tome 10 que j'avais trouvé absolument incroyable, et pour une fois j'avais vraiment l'impression que Hiro Mashima prenait des risques, mais malheureusement force est de constater que finalement Hiro Mashima il s'est pris les pieds encore une fois dans le tapis avec la fin de cet arc. Parce que clairement sur la fin de l'arc Belial Gore, je trouve que Mashima est retombé dans ses mauvais travers. Je parle bien entendu de travers scénaristiques avec voilà des trucs qu'on a déjà vus par rapport à ses précédentes œuvres. Et donc forcément le dénouement malheureusement est attendu. Ce que je regrette vraiment avec l'œuvre et avec cet arc notamment, c'est que Drakenjo nous était présenté comme un mec badass, une sorte de bad guy sans précédent par rapport à l'œuvre. Tout ça pour que le mec en fait il se fasse rétamer littéralement en 4 chapitres. Non je déconne pas, ça se déroule vraiment en 4 chapitres. Alors certes par rapport au dénouement de l'arc et ce qui nous est présenté, on comprend pourquoi il se fait rétamer aussi facilement, c'est vrai. Mais franchement j'ai trouvé ça trop facile et vraiment dommage. Parce que perso ça faisait bien longtemps que j'avais pas trouvé un antagoniste signé Hiro Mashima aussi plaisant, aussi agréable. Et au final le personnage se fait défoncer hyper facilement alors que juste avant il était hyper menaçant. Et pour moi cet arc de Belial Gore c'était vraiment une déception, pourtant je l'attendais vraiment. Mais bien heureusement la fin du tome 12 et on va dire ce qui se passe dans le tome 13 relance carrément pour moi l'intrigue de la série. Et pour moi ça a relancé clairement tout l'intérêt que j'avais pour la série. Nos héros dans ce tome en fait quittent enfin le cosmos Sakura pour se concentrer sur un nouveau cosmos, un nouvel univers qu'on n'a jamais exploré en tant que lecteur, le cosmos Aoi. Alors certes on va pas se mentir, il y a un côté très One Piece par rapport à ce nouvel arc, par rapport à cette nouvelle partie de Eden Zero, mais malgré tout ça pour être sincère j'ai vraiment énormément apprécié ce tome 13. L'ambiance space opéra de fantasy instaurée par Hiro Mashima est toujours aussi plaisant selon moi, surtout pour un fan de science-fiction comme moi. Ça fait plaisir de découvrir en fait une aventure spatiale, découvrir d'autres planètes, de nouveaux personnages, de nouveaux concepts, et ce côté science-fiction nous permet d'avoir à chaque fois une nouvelle ambiance sur une nouvelle planète, un peu à la Star Wars j'ai envie de dire, enfin sauf peut-être dans les derniers où on se limitait à quelques planètes soit sableuses, soit avec de la forêt. Mais là par exemple le cas le plus flagrant dans ce nouvel arc c'est par exemple la planète Red Cave, très inspirée je trouve du mythe de l'Atlantide, et d'ailleurs en termes d'architecture des bâtiments et du design on pourrait très bien faire un parallèle avec l'arc des hommes poissons de One Piece, où il y a certains bâtiments qui étaient un peu dans cette ambiance en termes d'architecture. Ce que j'ai vraiment adoré avec l'arc Red Cave, c'est qu'il fait vraiment avancer le récit, et ça fait plaisir, avec enfin des révélations sur le personnage de Mothers, qui est en fait la quête de nos héros, et c'est des révélations que j'attendais pas, ou en tout cas pas aussitôt dans l'œuvre. Et y a pas à dire, toute cette ambiance dans ce nouvel arc, toutes les révélations qui nous sont faites, relance pour moi clairement la hype et l'intrigue au niveau du titre. Surtout que là je trouve que le récit renoue à nouveau avec le côté un petit peu aventure spatiale, exploration, et ça fait plaisir, là où on l'avait délaissé un petit peu au détriment en fait de l'action dans les précédents tomes. Donc voilà, je suis à nouveau réconcilié avec Eden Zero après 2 tomes qui m'avaient un peu déçu, et j'ai très hâte de lire le tome 14. Alors je vous avais déjà parlé du premier tome, mais encore une fois on reste vraiment sur de l'excellence avec ce tome 2 de Pour le pire. Et pour moi c'est simple, ce deuxième tome du manga confirme encore une fois que c'est un incontournable déjà de l'année 2021. Dans ce nouveau volume, le jeu psychologique risqué instauré entre Natsume et Shinju Shinagawa continue, et ce pour notre plus grand plaisir. Et dans ce tome, le personnage de Shinju Shinagawa va se montrer plus dangereuse et plus redoutable que jamais. Et ce, je le rappelle, bien qu'elle soit derrière les barreaux, et c'est ça qui est vraiment très fort avec le récit et
le scénario. Parce que l'auteur arrive à te faire ressentir un véritable danger pour les personnages secondaires ou principaux. On sait très bien qu'en fait en soi elle n'est pas une menace parce qu'elle est derrière les barreaux, mais on sent quand même un danger planer, c'est ça qui est fort. Dans ce nouveau volume, le personnage va même s'attaquer en fait à l'entourage de Natsume, nous montrant ainsi un aperçu de son véritable visage. Le personnage de Shinju est un personnage intelligent et d'une efficacité bluffante malgré les apparences. Elle sait clairement et pertinemment où ce qu'elle emmène ses cibles. Mais paradoxalement à tout ça, et c'est ça que j'adore avec le récit, c'est qu'en tant que lecteur on se fait mener en bateau. Malgré ça, il y a quand même quelques pistes qui se mettent en place dans le récit qui nous font clairement douter petit à petit de la culpabilité de Shinju Shinagawa, alors qu'on voit clairement que c'est une malade mentale. Se pourrait-elle qu'elle soit finalement une simple victime? Franchement on se pose la question, et c'est ça vraiment encore une fois que j'adore avec le récit. En parallèle de tout ça, au cours de ce volume, en fait la relation toxique qui s'installe entre nos deux héros, donc nos deux personnages, commence à avoir des effets on va dire néfastes sur le psychologique de Natsume, où le héros va tout simplement commencer à changer petit à petit, à en quelque sorte évoluer et s'assumer pleinement, donc s'assumer en tant que on va dire sa vraie personnalité, et ce à sa grande surprise également parce que le personnage va se surprendre on va dire par rapport à des choses qu'il va dire et par rapport à des choses qu'il va mettre en place. Est-ce que finalement notre héros ne se connaîtrait pas totalement? C'est ce qui est suggéré dans ce nouveau volume, et finalement au contact de Shinju il se pourrait que Natsume évolue, change et commence petit à petit à montrer son véritable visage qui s'avère peut-être beaucoup plus sombre que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Bref, encore une fois, pour le pire c'est magnifiquement bien écrit, c'est super bien dessiné, c'est très prenant, ça se lit vite, et une fois que tu as entamé la lecture d'un tome, impossible de t'arrêter. Pour moi encore une fois c'est un des incontournables vraiment de la rentrée, c'est vraiment un thriller psychologique comme on n'en fait plus en ce moment en termes de manga, et je ne peux que vivement vous le conseiller, c'est disponible chez Glénat. On enchaîne avec le sous-estimé, le très bon Orient Samurai Quest, et comme je l'avais déjà évoqué précédemment dans ma dernière review sur le manga, plus le manga avance, plus l'histoire se bonifie. Finalement c'est maintenant confirmé, les 5 premiers tomes du manga ne constituent en fait en quelque sorte une vaste introduction à l'histoire, qui commence véritablement d'après moi en fait avec ce 6ème volume. Dans ces nouveaux volumes on explore de nouvelles terres, le personnage de Musashi sait enfin se défendre face aux Oni, sans dépendre de quelqu'un d'autre, et Musashi sait enfin manier son sabre. En plus dans l'histoire, certains protagonistes qu'on avait vus dans les précédents volumes font enfin leur retour dans la série, et certains mystères par rapport à l'univers de Orient se dévoilent enfin. Organisation secrète ennemie, l'organisation même des Bushi j'ai envie de dire. On commence petit à petit au cours de ces 2 nouveaux volumes à avoir un véritable fil rouge pour l'intrigue, et on sait maintenant en quelque sorte quel sera on va dire l'ultime ennemi à abattre pour la suite du récit, et une fois que nos héros auront sûrement battu cet ennemi, ça marquera sûrement la conclusion du manga. En tout cas ça fait vraiment plaisir parce que maintenant vraiment on a un objectif clair qui nous est défini en tant que lecteur, et on sait ce que doivent accomplir maintenant nos héros. Ce que j'adore vraiment avec Orient, c'est que Musashi, donc le héros, est un personnage en constante évolution, il évolue littéralement à chaque tome, et à chaque volume en fait il apprend à chaque fois littéralement quelque chose de nouveau pour s'améliorer et se bonifier par la suite. Et perso j'adore vraiment tout ce concept en fait du héros qui évolue et qui apprend en fait de ses erreurs pour s'améliorer, un peu comme nous on le ferait en faisant une erreur par exemple au travail ou dans ta vie quotidienne, et quand tu apprends tes erreurs forcément après tu ne la commets plus, qui donne un côté très terre à terre et logique à l'évolution de Musashi. C'est pas un mec qui va avoir un power-up sorti de nulle part, enfin si un petit peu on va dire, mais en tout cas sa progression est logique. Bref, notre héros fait des erreurs régulièrement certes, mais pour en tirer des leçons à chaque fois. Ce que j'aime beaucoup encore une fois avec l'histoire, c'est que l'univers et le lore d'Orient prend de plus en plus d'épaisseur au fil des tomes, et vraiment on part d'un monde qui a l'air intéressant mais un peu flou et un petit peu bordélique, un truc qui s'épaissit à chaque fois de plus en plus, où à chaque tome on y voit finalement un peu plus clair en tant que lecteur, et plus on découvre en fait de nouvelles choses par rapport à cet univers, plus t'as envie d'en découvrir encore plus. Que ça soit la mythologie des Bushin ou les sabres Kitetsu, l'histoire ne cesse à chaque fois de s'enrichir là-dessus à chaque fois, et je trouve que c'est vraiment brillant parce que ça permet à chaque fois au lecteur de garder et de trouver à chaque fois de l'intérêt par rapport à l'intrigue, par rapport à l'histoire, et c'est ça qui est vraiment cool. C'est qu'à chaque fois en tant que lecteur, finalement t'es récompensé à ta lecture de chaque nouveau tome de Orient. Ce que j'ai bien aimé avec le dernier tome paru, donc le tome 7, c'est que finalement on retrouve un aspect très stratégique et militaire que j'attendais pas forcément dans l'œuvre, mais qui finalement s'avère vraiment très efficace et qui je pense aura une importance capitale dans la suite du récit, parce que là par rapport à ce tome on part clairement vers des affrontements un peu plus stratégiques et militaires en équipe, où clairement le message de ce tome c'est que l'union fait la force. Et pour le coup vraiment je pense qu'on peut dire que c'est ça le maître mot de ce 7ème volume, et j'aime bien l'idée qu'un manga nous présentera des affrontements qui reposent en fait sur on va dire la stratégie, sur le fait de compter les uns sur les autres, sur ses coéquipiers, plutôt que se concentrer vraiment sur la force propre, sur la force individuelle et sa force brute, pour se sortir de situations délicates. C'est un parti pris qui peut-être ne plaira pas à tout le monde, mais perso je valide fortement. Bref, j'ai vraiment kiffé ces 2 premiers tomes, le tome 6 donne vraiment un nouveau souffle, une nouvelle dynamique à l'histoire, et le tome 7 apporte encore une fois de nouvelles choses au background de l'histoire, en plus de lui apporter une nouvelle dimension, et ça fait plaisir. Et on continue donc cette vaste vidéo review avec le premier faux raccord de l'émission. En fait c'est simple, j'ai tellement pas de temps que je suis obligé de tourner en plusieurs jours, et bon au montage je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit pour vous. Bref, on continue donc les reviews avec Gotobu no Hanayome The Quintessential Quintuplet et son 8ème volume, un tome encore une fois que j'ai adoré pour changer, et c'est un tome
tome qui, encore une fois, va nous donner beaucoup de grains à moudre en termes de, on va dire, de jeu de piste par rapport à nous en tant que lecteurs afin de déterminer qui sera donc la fameuse mariée à la fin de la série. Encore dans ce tome, il y a certaines des sœurs Nakano qui vont dévoiler leurs sentiments à Futaro, et dans ce tome, on aura même la chance de découvrir une scène de baiser. C'est un tome également marqué par le dépaysement parce qu'encore une fois, dans ce nouveau volume, en fait, nos héros en fait partent en voyage en quelque sorte en vacances, et donc on va de nouveau les trouver dans un lieu différent de leur cadre habituel, que j'avais plutôt apprécié la dernière fois où justement ils étaient partis en voyage scolaire. Bah là on va retrouver une ambiance similaire, mais par contre attention les yeux, et si comme moi vous êtes fan de la série, il y aura du fanservice, mais bon comme ça c'est ponctuel, c'est pas forcément du fanservice gênant, c'est même entre nous peut-être du fanservice qui fait plaisir. Mais en gros pour résumer, si en tant que lecteur vous avez toujours rêvé de justement de voir les sœurs Nakano dans des sources thermales, vous allez être servi. C'est un tome qui va également mettre Futaro à l'épreuve par rapport à sa connaissance des sœurs Nakano, est-ce qu'il les connaît véritablement, et mine de rien, au fur et à mesure de l'avancée de la série, on sent quand même qu'on se rapproche de la fin. Il se pourrait bien que certains sentiments naissent justement dans le cœur de Futaro vis-à-vis des sœurs Nakano, mais je vous en dis pas plus. Un tome qui m'a fait énormément plaisir encore une fois par son côté dépaysant, par son côté jeu de piste, par son côté on va dire humain. J'entends par là la relation entre les personnages. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce volume, c'est qu'on en apprend un peu plus sur la famille des sœurs Nakano, notamment sur le père, sur le grand-père et sur le passé en fait qui les entoure. En plus dans le volume, il y a un running gag qui m'a fait beaucoup rire par rapport au grand-père justement des sœurs Nakano. Je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment plaisant. Ce qui est vraiment cool avec la série, c'est que plus la série avance, plus t'as envie d'en savoir plus, et mine de rien on s'approche vraiment de la fin, que la série est conclue en 14 volumes, et j'ai vraiment très hâte de découvrir le tome 9. On va parler cette fois d'une nouveauté manga directement issue du Weekly Shonen Sunday, et c'est un tout nouveau manga qui a débarqué directement chez Doki Doki. Il s'agit du manga Le Conte des Parias. Et avec ce manga, c'est simple en fait pour moi, c'est typiquement le genre de manga, encore une fois, qui ne pète pas de mine au premier abord. Au premier abord, ça te paraît être un manga en fait comme ce qu'il y a de plus banal justement dans les rayons manga, et au final c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu par rapport à la lecture de ces deux premiers tomes que j'ai énormément apprécié. Et l'histoire du manga Le Conte des Parias se focalise en fait justement sur la relation entre Wisteria et Marbas. Wisteria étant en quelque sorte une jeune fille livrée elle-même, vivant dans la pauvreté et qui malheureusement a une vie assez tragique. Dans l'enfer qu'est sa vie, elle va faire la rencontre justement de Marbas, un démon avec qui elle va pactiser dans l'histoire. Alors là, je vous ai vraiment fait un résumé très simpliste en fait de l'histoire de ces deux premiers tomes, et bien qu'en apparence le speech du manga soit très classique, parce qu'un personnage qui pactise avec le diable afin de s'en sortir, c'est on va dire récurrent, c'est par exemple ce qu'on avait avec Black Butler, mais là l'histoire a l'avantage d'aller dans une direction où on l'attend pas forcément. Et pour moi la série c'est une série avec une véritable ambiance, un peu comme ce qu'on a avec Black Butler, mais dans un registre plus lumineux on va dire. Le manga il se déroule dans l'Angleterre du 19e siècle, et va donc nous raconter l'histoire d'une humaine qui va devoir pactiser avec le diable pour essayer de s'en sortir. Un des points forts de la série de ces deux premiers tomes selon moi, c'est son côté très critique de la société humaine et de l'espèce humaine de façon générale, où il y a toute une thématique par rapport à l'humanité, par rapport à l'apparence des autres, etc. Dans l'histoire, le personnage de Marbas c'est donc un diable, donc un personnage démoniaque, et pourtant justement l'auteur prend un peu à contre-pied l'image qu'on a des démons, et au final le personnage de Marbas est beaucoup plus humain que les humains qu'on rencontre dans le récit. C'est d'autant plus flagrant par exemple quand on prend l'exemple du premier chapitre dans le tout premier volume, où en fait Wisteria, elle est maltraitée et mise un peu dans des conditions d'esclavage par un prêtre qui est pourtant une figure de religion, qui est censé en fait incarner et représenter la paix, l'humanité au sens large j'ai envie de dire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, et justement ce prêtre se comporte comme un véritable monstre, comme un véritable démon en quelque sorte, à l'inverse donc de Marbas qui est censé être maléfique. Et au final donc le propos du manga, bien que simpliste, il veut tout simplement nous rappeler que parfois les humains sont pires que les démons, et l'espèce humaine peut être un véritable monstre, et que bien entendu il ne faut pas se fier aux apparences. Bref, il y a une véritable ambiance très lumineuse, très fantastique que j'ai vraiment aimé au cours de ces deux premiers tomes. C'est une série conclue en 8 tomes au Japon, et perso je suis très curieux de voir ce que va donner la suite. Et franchement je pense que ça va être un plaisir de découvrir le voyage de Wisteria de Marbas à travers toute l'Angleterre du 19e siècle. Bref, en tout cas pour moi c'est une série vraiment à suivre de près. Et on t'a mis en fait ça, une grosse vidéo review avec Sayukiden, la légende du roi des singes. C'est un manga qui est paru chez Pika Edition dans la nouvelle gamme, donc le nouveau label de Pika Edition, intitulé Pika Graphic. Et c'est un label tout simplement qui je pense ravira les amateurs de bande dessinée, les amateurs de comics, et tous les amateurs de romans graphiques on va dire de manière générale. Et dans cette gamme, Pika propose vraiment une édition assez luxueuse en très grand format, avec des volumes très épais, avec beaucoup de pages couleurs, enfin des pages en plus de qualité. On se rapproche quasi de ce qu'on a en fait avec les éditions comics en version papier, en termes de qualité de page. Alors Sayukiden, c'est une œuvre que j'attendais particulièrement parce qu'en fait découvrir la légende du roi des singes, si on s'intéresse en fait à un minimum à la culture asiatique, c'est souvent que le roi des singes revient sur le devant de la scène, que ça soit dans les contes, dans les illustrations, dans des petites statuettes par exemple qu'on trouve un peu partout. Et donc j'étais vraiment curieux d'en apprendre beaucoup plus à ce sujet, surtout en version manga. Et au final j'ai mis beaucoup de temps à en parler parce que j'ai pas du tout accroché au récit, j'ai même pas en fait fini le volume si vous voulez pour être clair avec vous, parce que bien que hypé au premier abord, j'ai eu beaucoup de mal avec les dessins que je trouve vraiment très durs, et sincèrement j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Contrairement à ce que je pensais au premier abord, en fait l'histoire a un côté vraiment très
très gore dans son imagerie, c'est très dur, très violent, très crade, voire même très morbide à des moments, et franchement je suis pas très sensible on va dire à ce genre de mise en scène graphique, où là clairement avec ce volume on fait clairement face en fait à une histoire très dure, très dark, et beaucoup plus violente que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Et je dois avouer que ça m'a finalement totalement rebuté, donc je pourrais pas vous en dire plus par rapport à l'histoire, tout ça. Et comme Pika Édition avait eu la gentillesse justement de m'envoyer ce volume, je ne pouvais pas on va dire passer sous silence justement cette lecture, même si je suis pas allé plus loin qu'une trentaine de pages. Je pense que les amateurs d'art à l'état pur qui veulent justement découvrir la légende du roi des singes en version on va dire manga, je pense que vous en aurez pour votre argent. Par contre c'est un truc vraiment dark, hein, je préfère vous prévenir. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo lecture, cette grosse vidéo lecture je pense. Encore une fois j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais essayer de vous en préparer une très rapidement qui sortira peut-être dans les 15 premiers jours de juin, on espère. Mais avec mon boulot je charbonne tellement en ce moment que c'est dur de trouver le temps pour lire les mangas et en plus vous présenter des reviews, plus de les écrire, enfin bref c'est un peu compliqué. Mais on va se débrouiller. Comme toujours n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette review, de mes lectures, quel est votre avis par rapport aux lectures que j'ai présentées. Faut pas hésiter même si vous avez un avis contraire au mien, de toute façon on est là pour discuter. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.